Hey, salam alaikum, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Bienvenue dans Safia t'en parle et aujourd'hui je vais te parler d'une reine et d'une guerrière berbère qui porte le nom d'El Kahina. El Kahina c'est une légende, c'est une héroïne, c'est un personnage mythique connu et reconnu en Afrique du Nord et notamment chez les berbères étant donné qu'elle s'est opposée aux Omeyyades, elle s'est opposée aux ennemis lors de la conquête du Maghreb. Pour pouvoir comprendre son histoire et en savoir un peu plus du coup et comprendre surtout pourquoi elle a un rôle aussi important, va falloir remonter à quelques siècles en arrière. Donc on est au 7e siècle, d'accord, et l'une des dynasties arabes qui règnent et qui gouvernent sur le monde musulman, pardon, eh bien ce sont les Omeyyades. Les Omeyyades, ils ont gouverné de 661 à 750 et leur principal objectif c'était de répandre la religion musulmane. Donc ils vont prendre pour cible l'Afrique du Nord. Ils prennent pour cible cette région du monde, mais il faut savoir qu'ils la redoutaient énormément, et c'était notamment le cas de Omar ibn al-Khattab, l'un des compagnons du prophète, voilà, qui avait dit ouvertement qu'il redoutait cette région, parce qu'au final, on ne sait pas ce qui s'y passe. Là, ils se dirigent assez loin en fait de chez eux, donc ils se disent bon, comment est-ce que ce peuple vit, qui sont ces tribus. Et ils vont également désigner des chefs qui vont mener en fait cette conquête du Maghreb. Parmi eux, ils vont choisir Uqba ibn Nafir. Uqba ibn Nafir, pour te donner un peu une idée, il est né en 622 à la Mecque et il meurt en 683 à Sidi Uqba. Sidi Uqba, c'est une ville qui est située en Algérie. Et entre-temps, il aura également gouverné sur l'actuelle Tunisie de 666 à 675. De l'autre côté, en Afrique du Nord, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a plusieurs territoires qui sont déjà pris par les musulmans. C'est le cas de Kérouan, c'est le cas de Carthage. Deux villes qui sont déjà prises par eux. Mais si tu t'avances un peu du côté de l'ouest, en fait, de l'Afrique du Nord, eh bien pour l'instant, voilà, ces territoires sont intacts. Ils n'ont pas encore été touchés. Les Arabes ne sont pas encore arrivés. On a également un chef, berbère bien évidemment, qui règne sur les tribus. Ce chef-là s'appelle Qusayla. Qusayla, pareil, voilà, c'est un personnage mythique en Algérie. Lui aussi, il a une place qui est assez importante. Voilà, c'est le plus grand chef berbère du 7e siècle qui aura résisté à la conquête musulmane. Si tu vois par exemple Yoroluta ou Massinissa, il a un peu, voilà, il est un peu au même niveau que eux. C'est d'autres rois en fait berbères qui ont régné auparavant. Et voilà, là je vais te raconter genre deux petites batailles qui se sont passées. Ça va être très rapide et puis après on arrivera à El Kahina, on pourra enfin parler d'elle. C'est juste histoire de remettre les choses dans leur contexte. Du coup, l'une des premières batailles qui va avoir lieu, c'est la bataille de Tarouda. Elle a lieu en 683 et donc du coup elle oppose Qusayla à Uqba ibn Nafir. Les deux armées s'affrontent et ça va un peu, voire très mal se passer pour les Arabes étant donné que Qusayla, le chef des Berbères, va exécuter Uqba ibn Nafir. Donc c'est la fin de ce chef omeyyade. Pendant quelques temps, du coup, il va rien se passer. Hein. On arrive en 688, deuxième bataille, la bataille de Mamès. Qusayla, il est toujours là, non donc voilà, il mène ses armées berbères, pardon. Et on a un autre chef, du coup, vu que Uqba ibn Nafir, il est remplacé, enfin il est mort, donc du coup, pardon, il est remplacé par un autre chef qui s'appelle Zuhair ibn Qais. Zuhair ibn Qais, il n'est pas là pour rigoler, d'accord, il sait ce qu'il doit faire, il va tout faire pour gagner, et ça va être le cas. Cette fois-ci, les Arabes prennent leur revanche et ils gagnent, les Berbères finissent par perdre. Donc là, on a deux batailles où ils sont plus ou moins à égalité, d'accord. Et c'est là que va intervenir El Kahina, la reine et guerrière berbère. Alors El-Kahina, on n'a pas de date exacte sur sa naissance, on sait qu'elle est née au début du 7e siècle dans une tribu qui s'appelle les Djewara et c'est la fille en fait d'un grand chef qui se nomme Tabet. Son père est le chef de la tribu. Et au niveau de sa région, pour te donner un peu une idée, elle est née dans la région des Aurès. La région des Aurès est toujours une région voilà, d'actualité, elle est principalement habitée par une tribu tribu berbère qui s'appelle les Chaouis. El-Kahina, étant donné que son père avait une place assez importante, elle a reçu une éducation morale et militaire dès son plus jeune âge. Très vite, en fait, on l'a formée voilà, aux enjeux, on lui a fait comprendre les responsabilités qu'elle avait et pourquoi elle a un rôle hyper important, tu vois. C'est une personne qui est extrêmement intelligente, El-Kahina. C'est une femme stratège. Elle aime se battre, elle aime protéger sa tribu, elle aime protéger son peuple. C'est quelqu'un qui est assez curieux. Et en plus de ça, elle est extrêmement belle, El Kahina.
Elle est charmante, on sait qu'elle... Voilà, quand on la décrit, souvent les gens la décrivent avec une peau claire. Bon, tu me diras, les Berbères ont une peau toujours un peu plus claire que les Arabes. Elle a des yeux perçants, des cheveux longs, noirs. En bref, tu vois, elle est hyper belle, hyper charmante. Et en plus de ça, elle est intelligente. C'est une femme stratège. On raconte même que des fois, elle voulait aller à la chasse, pardon, et son père l'emmenait à la chasse. Donc voilà quoi, hyper intelligente. Bref, on n'a rien à dire. Et d'ailleurs, elle avait des frères et sœurs, mais c'est vraiment celle qui sortait du lot. D'accord. Au niveau de sa religion, certains historiens disent qu'elle était juive, d'autres disent qu'elle était chrétienne. On sait qu'il y a eu des vagues de christianisme en Afrique du Nord avec les Romains, mais pour remettre les choses dans leur contexte, la plupart du temps, c'est même pas la plupart du temps, c'est la majorité des Berbères en réalité avaient un culte de la nature. Donc tu sais, ils vénèrent le soleil, la terre, on appelle ça le libysme d'ailleurs, je crois, mais voilà quoi, il n'y a pas une question ici de christianisme ou de monothéisme. Et c'est principalement la raison pour laquelle les Omeyyades sont là quoi, ils vont s'en prendre à eux. Donc il y a ça, il y a une question de religion, mais il y a également le fait que l'Afrique du Nord est un territoire qui est extrêmement riche en ressources naturelles. Donc ils sont là pour répandre la religion, mais ils sont également là pour leur terre. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent se faire pas mal d'argent avec. El Karina, en fait, elle a été nommée, ce nom-là, El Karina, c'est un prénom qui a été choisi par les Arabes. C'est eux qui l'ont renommé comme ça. Son vrai prénom, c'est Dihya. Et sa particularité, tu vas comprendre pourquoi je te parle de prénom et tout, sa particularité, en fait, c'est qu'elle a des visions. C'est qu'elle a vu en avant-première l'arrivée d'un peuple, l'arrivée de guerriers arabes sur son territoire. Elle a vu en avant-première qu'il allait y avoir une guerre. Et à partir du moment où elle a commencé à prendre de l'ampleur, où les Arabes ont su qu'il y avait une reine qui avait des visions, eh bien ils l'ont appelée El Karina. El Karina, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire la voyante, la prophétesse, la sorcière. Ça, en fait, c'est juste des adjectifs, voilà, qui s'apprêtent à une personne qui a des visions. Aujourd'hui, on l'appelle El Karina. On ne l'appelle pas Dihya. Voilà. C'était juste la petite parenthèse. C'est un point qui est quand même assez important. D'accord. De ce qu'on raconte, El Karina, elle était mariée à Qusayla. Qusayla, tu te rappelles, c'est le chef berbère. Ce chef berbère, il a été tué lors de la bataille de Mamès. Et pile à ce moment-là, en 688, du coup, l'année de cette bataille, elle va décider de succéder à son mari, à Qusayla. Elle va se dire, d'accord, je dois prendre les armes, je dois protéger mon peuple, je dois absolument tout donner en fait. Et en fait, elle va lui succéder avec indignation et colère. Pendant quelque temps, il ne va rien se passer, d'accord ? 10 ans après, en 698, on a un nouveau gouverneur omeyyade. Lui, il s'appelle Hassan ibn Nu'man. Hassan ibn Nu'man, il se trouve à ce moment-là à Kérouan. Kérouan, tu te rappelles, c'est l'une des villes qui est déjà prise par les musulmans. Et il demande comme ça aux gens autour de lui, qui est le roi le plus fort des Berbères ? Tu vois, il est intrigué, il a envie de savoir. Les gens vont lui dire, alors déjà de une, c'est pas un roi, et de deux, c'est une reine, c'est une femme. Elle s'appelle El Karina. Lui, il est intrigué. Il se dit, comment ça, c'est une femme ? C'est pas possible, c'est une femme. Et là, ça va être un choc des cultures. Les gens, il va se dire, mais c'est pas possible, genre, en mode là, je vais combattre face à une femme qui dirige des armées, qui dirige des hommes, des milliers d'hommes. Et c'est ça qui est super important et intéressant à analyser ici, c'est que les Arabes et les Berbères n'ont absolument rien à voir. C'est deux cultures totalement différentes. Chez les Arabes, chez les musulmans, une femme ne combat pas. Elle n'est pas là, tu la vois pas en train de se battre. À la rigueur, elle va aider les hommes, en fait, pendant la guerre, les différentes batailles et tout, mais elle n'a pas sa place sur le champ de bataille. Alors que chez les Berbères, l'approche est totalement différente. Là, El Karina, elle a une place qui est importante parce que son père était le chef de sa tribu. Parce qu'elle était mariée au chef, en fait, Qusayla. Les gens lui font confiance, en fait. Et en plus de ça, elle est intelligente, c'est une femme stratège. Donc voilà, c'est totalement différent. Et lui, il se dit, ok, j'ai envie de la rencontrer, je vais y aller. El Karina, oublie pas, elle a des visions, et donc du coup, elle va le voir arriver, lui et ses armées. Et elle va commencer à se préparer. Et du coup, en 698 aura lieu une bataille. Cette bataille, elle s'appelle la bataille des chameaux, mais elle s'appelle également la bataille de Oued Nini. Pourquoi la bataille des chameaux ? Parce que les Berbères combattent avec des chameaux. Et contrairement à ce que l'on peut penser, ils sont extrêmement agiles avec leurs chameaux. Ils savent trop bien combattre avec.
On l'appelle également la bataille de Oued Nini. Oued en arabe, ça veut dire fleuve. Et de ce qu'on raconte, ce que l'on peut trouver des fois, c'est que, en fait, les Arabes sont arrivés en soirée et ils se sont regardés, les deux ennemis se sont regardés yeux dans les yeux pendant toute la nuit. Et ce qui les séparait, c'était seulement un fleuve. Et au matin, les Arabes se mettent à attaquer, les Berbères se mettent à attaquer, sauf que les Arabes, ils sont pas prêts. Ils savent pas, en fait, ce qui va les attendre là. Les Berbères sont hyper bien préparés. Et eux, ils se battent en tirant des flèches, avec leurs chameaux. Et petit à petit, en fait, eh bien, ils vont prendre l'avantage et les Berbères vont gagner cette bataille. 698, victoire pour pour les Berbères, pardon. Donc les Arabes, une fois qu'ils perdent, ils sont expulsés du territoire, on les renvoie en actuelle Tunisie, à Kérouan. Et là, El Kahina va commencer à prendre de plus en plus d'importance. Au départ, on l'appelle la reine des Aurès. Les Aurès, du coup, sa région natale, une région qui se situe en actuelle Algérie. Et au fur et à mesure, on va commencer à l'appeler la reine de l'Ifriqiya. Ifriqiya qui veut dire Afrique. Alors en fait, des fois, on peut retrouver comment dire, c'est aussi le nom en fait qu'on donnait à la Tunisie. Donc bon, tout est relatif. Mais voilà. Et en fait, elle va se mettre également à gouverner de la région des Aurès jusqu'aux oasis de Gadam en Libye. Donc voilà, de 695 à 703, El Kahina, elle est à son summum. Elle prend énormément de pouvoir, elle devient hyper influente, hyper importante. Voilà, quoi. Elle a un peu prouvé à tout le monde que c'était pas n'importe qui et qu'il fallait la redouter. Lors de cette bataille, El Kahina, ce qu'elle fait, c'est qu'elle garde des captifs. À chaque fois qu'elle gagne une bataille, elle garde avec elle des captifs, voilà, des centaines d'hommes. Parmi eux, d'ailleurs c'était une reine qui était très clémente, donc des fois ça lui arrivait de les relâcher, mais parmi eux, il y en a un qu'elle va garder, et cet homme-là se nomme Khaled ibn Yazid. Khaled ibn Yazid, bizarrement, il a le même regard que Qusayla, que son mari. Son mari, il est mort, mais elle se dit, c'est trop bizarre en fait, cet homme-là, malgré le fait que ça soit un ennemi, il a le même regard que mon mari, il a les mêmes yeux que lui. Elle en revient pas, elle se dit c'est pas possible, je peux pas le relâcher, je vais le garder avec moi. Et en fait, elle a surtout été prise par ses sentiments ici, et elle s'est surtout, je sais pas, en fait, je pense que elle devait avoir voilà une bonne sensation, voilà, en le gardant à ses côtés, et puis ça devait être assez rassurant d'avoir quelqu'un qui ressemble à ton mari. Donc elle se dit ok, bon bah je vais le garder avec moi. Sauf que Khaled ibn Yazid, c'est pas n'importe qui. C'est le neveu de Hassan ibn Nu'man. Hassan ibn Nu'man, c'est à ce moment-là, c'est le gouverneur omeyyade qui était parti à la rencontre de Al-Kahina lors de la bataille des Chameaux en 698. Et le souci, c'est qu'elle garde avec elle un ennemi qui communique avec son oncle. En fait, de ce qu'on sait, Hassan ibn Nu'man, il était pas loin. Il se trouvait à Kérouan, une fois qu'il avait perdu la bataille. Et en fait, il envoyait régulièrement des lettres à son neveu. Donc voilà, le neveu et le tonton, eux deux communiquent là. Et Khaled ibn Yazid, c'est avant tout un omeyyade. C'est un traître, tu vois, d'une certaine manière. C'est un khadda'. Et il va communiquer avec Hassan ibn Nu'man sur les mouvements des troupes berbères. Il va dévoiler toutes les stratégies d'Al-Kahina, toutes les tactiques qu'elle met en place. Alors aujourd'hui ils ont fait ci, là ils ont fait ça, aujourd'hui ils ont acheté je sais pas moi des chameaux, ils ont davantage d'armes qu'hier, ceci, cela, enfin bref, il va tout rapporter, tout dire. Et d'une certaine manière, Al-Kahina elle s'en doute un petit peu en fait. Et elle sait aussi, rappelle-toi elle a des visions et tout, elle sait aussi que Hassan ibn Nu'man il va revenir dans pas très très longtemps. Et ça tombe bien parce que Hassan ibn Nu'man il envoie une lettre à Khaled ibn Yazid et il lui dit qu'en est-il des troupes berbères, est-ce que tu penses qu'on peut revenir sur le territoire mener une énième bataille? Et à ce moment même, El-Kahina elle le sait, genre elle sait qu'il va revenir et donc elle va mettre en place la politique, la stratégie de la terre brûlée. Alors qu'est-ce que c'est que cette stratégie de la terre brûlée? En fait c'est une stratégie qui est purement romaine et qui consiste à tout brûler et de ne rien laisser. Rappelle-toi ce que j'avais dit au début, les Arabes, ils sont également là parce qu'ils savent que les terres en fait en Afrique du Nord sont exploitables. Elles sont riches en ressources et on peut se faire de l'argent et tout avec. Elle se dit d'accord, vous voulez répandre la religion musulmane, pas de souci, mais vous aurez pas mes terres. Et donc du coup elle décide de tout brûler. Elle brûle les forêts, les terres et tout, et franchement elle laisse plus rien.
Bon, c'est pas quelque chose qui est... Comment dire? Ça reste hyper intelligent, tu vois, de faire ça, mais elle oublie un détail. Et ce truc, en fait, c'est que c'est tout simple, hein, mais les Berbères sont avant tout un peuple d'agriculteurs. Ils vivent à travers l'agriculture, ils vivent à travers leurs terres. Et quand ils vont voir qu'elle va faire ça, ils vont se dire, mais nous, du coup, on peut plus rester ici. Comment est-ce qu'on fait pour vivre, en fait, si tu brûles nos terres? Ils vont être extrêmement déçus, et il y a une bonne partie des Berbères, hein, de sa tribu, qui vont décider de partir vers l'ouest, là où la terre n'a pas été brûlée. Et en fait, El Kahina va se retrouver avec une fine armée et très peu de personnes à ses côtés. Khaled ibn Yazid, le captif, hein, il va voir ça, il va se dire ok, bon bah je vais envoyer une lettre à mon oncle et je vais lui dire qu'en gros bah c'est bon, tu peux revenir, le Kahina elle est au plus bas, t'inquiète pas, ta bataille tu vas la gagner quoi. Et là, Hassan ibn Norman il décide de revenir. Il commence par soumettre plusieurs villes en actuelle Tunisie, donc Afsa, Kabès ainsi que la tribu des Afzawa, et il arrive petit à petit à Tabarka, donc ville en actuelle Tunisie. Et là va avoir lieu la dernière bataille qui opposera El Kahina à Hassan ibn Norman. Cette fois-ci, il revient avec des milliers de guerriers et un calife qui s'appelle Abdelmalik. Il n'est pas là pour rigoler, il veut prendre sa revanche. Il se dit c'est pas possible qu'une femme continue à combattre en fait. Cette bataille elle va être sanglante, et notamment pour les Berbères, étant donné que le Kahina va perdre la vie. En fait, on a différentes hypothèses sur les conditions de sa mort. Certains disent qu'elle a été tuée dans les Aurès et qu'elle est morte au combat. D'autres disent qu'elle s'est suicidée avec du poison parce qu'elle ne voulait pas se faire tuer par l'ennemi. Et la troisième hypothèse, eh bien, c'est celle dont je viens de te partager là, que du coup, le captif Khaled ibn Yazid, il a communiqué à Hassan ibn Norman sur les mouvements des troupes berbères. Il a donné vraiment tous les indices en fait pour faciliter la tâche aux Omeyyades. Et là, c'est pas encore fini, hein. Certains disent que la tête d'El Kahina, elle a été coupée, elle a été jetée dans un puits. Et à l'heure actuelle, dans la région des Aurès, on a un puits qui s'appelle Bir El Kahina. Bir qui veut dire puits, donc le puits de Kahina, quoi. Et t'as d'autres personnes qui disent que sa tête, elle a été emmenée jusqu'au Moyen-Orient, en fait, en guise de trophée. Pourquoi il y a autant d'hypothèses? Parce qu'on n'a pas retrouvé le corps d'El Kahina. On n'a pas retrouvé sa dépouille. On ne sait pas où est-ce qu'elle est. Et ça, c'est vraiment un mystère. Parce que du coup, certaines personnes vont dire qu'elle a existé, d'autres vont dire que non, du coup, on n'a pas retrouvé son corps, on ne sait pas si elle a existé. En plus de ça, elle a des visions, non, elle n'a pas existé. Et en fait, c'est vraiment tout le mystère aussi autour de l'histoire d'El Kahina. Et du coup, pour te donner un dernier chiffre, là, la bataille de Tabarka, hein, la dernière bataille, on ne sait pas quand est-ce qu'elle a eu lieu. Certains disent qu'elle a eu lieu en 700, d'autres disent en 703, mais en tout cas, on sait que en 709, eh bien, c'est la fin de la conquête sous contrôle des Omeyyades. Fin de la conquête du Maghreb par les Omeyyades, ça y est. Bon, après, il leur reste pas mal de travail encore, hein, parce que le territoire d'El Kahina, c'est bon, il a été pris, mais il reste pas mal de travail sur le côté ouest de l'Afrique du Nord. Ibn Khaldoun, un historien du XIVe siècle, historien tunisien qui a un peu rédigé sur la conquête du Maghreb, et bien lui raconte en fait que cette dernière bataille, elle aurait été gagnée sous la volonté de Dieu, qui aurait eu l'intervention d'Allah lors de cette bataille. Et en fait, quand on repense à l'objectif premier des Omeyyades, qui était de répandre la religion musulmane, et bien ça a énormément de sens. Enfin, surtout si t'es croyant et t'es musulman, quoi. Tu te dis, d'accord, ils se combattent d'une certaine manière, il est noble. Et au final, les Omeyyades ont fini par avoir ce qu'ils voulaient. Je crois que c'est tout, en fait, pour l'histoire d'El Kahina. J'ai vu également, en fait, qu'elle avait des enfants. Et que ces enfants, finalement, se sont convertis à la religion musulmane. Mais ils se sont enfuis, hein, ils sont partis jusqu'en Andalousie. Après, Allahu alam, hein, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Mais voilà. Sachant en tout cas qu'El Kahina, c'est vraiment un personnage hyper important en Afrique du Nord, et notamment chez les tribus berbères. Comme je vous l'ai dit et tout, franchement, elle est connue, reconnue et extrêmement respectée. C'est quelqu'un qu'on continue une histoire, qu'on continue à partager de génération en génération. Mais des fois, les versions vont être différentes. Son histoire ne va pas être racontée de la même manière, et notamment en Occident.
C'est vrai que par exemple en France, hein, les Français prennent énormément de liberté sur El Kahina dans la manière dont ils vont la représenter, mais ils vont également lui attribuer je sais pas comment expliquer ça, mais tu sais, des choses qui n'ont pas lieu en fait. Genre le féminisme. Souvent on dit que c'est la pionnière du féminisme chez les berbères et tout, alors absolument pas. Genre pas du tout. El Karina, c'est une femme berbère. Le statut de la femme chez les berbères n'est pas le même que dans d'autres cultures. Et des fois, on peut retrouver beaucoup d'erreurs, en fait, ou de suppositions sur le fait qu'El Karina soit un modèle, genre la pionnière pardon, du féminisme, sous prétexte que ce soit une femme qui combat et qui dirige des armées berbères, pardon. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Et ouais, en fait, genre juste sur les écrits de certains Français en Occident et tout, on lui attribue tout le temps ce truc-là de féminisme. À aucun moment dans sa vie, Karina s'est dit que elle servait la cause des femmes, absolument pas. La place de la femme chez les berbères, elle est tellement différente de ce que l'on imagine, on la met en avant, on lui fait confiance et c'est elle qui prend les plus grosses décisions. Et forcément, bah, beaucoup mélangent ça avec les Arabes. Et c'est quelque chose qu'on peut même pas comparer en réalité parce que le statut de la femme chez les musulmans est juste parfait, j'ai rien à dire dessus. Et c'est juste voilà des suppositions que beaucoup de personnes ont fait et ils ont mélangé ça avec les Arabes en se disant que non, du coup la femme chez les Arabes ne combat pas et alors que non, tu vois, genre là non, Karina elle est juste berbère, elle est berbère et c'est là où c'est aussi intéressant parce il y a deux cultures qui s'entrechoquent ici. T'as les Arabes qui n'ont pas l'habitude de voir une femme gouverner, régner, diriger des armées berbères, qui en plus de ça a des visions, genre elle est voyante et tout. Et, et de l'autre côté, t'as juste El Karina qui baigne dans sa culture, où on l'a mise en avant, et elle avait, voilà, comme je l'ai dit, des responsabilités sur ses épaules, elle devait assumer, elle était mariée à Qusayla, le plus grand chef berbère du 7e siècle, elle était la fille d'un grand chef tabet, donc voilà, c'est juste de la logique ici. On n'essaie pas d'attribuer, je sais pas moi, du féminisme à quelqu'un qui n'était même pas au courant de cela. Voilà. J'en rigole parce que ça me met un peu en colère en fait. Donc bon. Et puis je trouve que ça soulève pas mal de questions aussi sur l'identité des Nord-Africains. Moi par exemple je suis d'origine algérienne mais ça a soulevé beaucoup de questions en fait sur mes ancêtres et tout parce qu'au final est-ce qu'on n'est pas juste en tant que nord-africain, en tant que maghrébin un résultat, un produit de cette conquête du Maghreb. On n'est pas juste un mélange entre berbères et musulmans, entre berbères et arabes. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant parce que voilà, on crie sur tous les toits qu'on est d'origine algérienne, marocaine, tunisienne, enfin bref, tout ce que tu veux, mais au final on est juste un mélange entre deux cultures pardon, qui se sont rencontrées au 7e siècle et dont le but premier chez les Omeyyades était de répandre la religion musulmane. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant et intriguant. Donc bon, écoute, si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi, n'hésite pas à me noter aussi, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram c'est safsa.wm, et puis on se dit à très vite, Inch'Allah pour un nouvel épisode. Entre temps, prends soin de toi.